Mesdames et messieurs, bon dimanche et fidèles amis et téléspectateurs des canaux Congo Télévision, accro des corps du changement, avec notre invité d'aujourd'hui, Pascal Ovondié. Il est conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Avec lui, nous allons en tout cas essayer un peu de faire le point sur la gouvernance sécuritaire en RD Congo, qu'il y a quand même des défis qui s'impose aux Congolais. À l'est du pays, nous savons nous tous que la situation sécuritaire est toujours préoccupante avec l'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par le Rwanda. Nous avons l'état de siège qui continue en tout cas à être démise dans deux provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Et nous apprenons aussi même dans les Haut-Ouélé. En tout cas, il y a risque de bruit de bottes. Ici, à l'ouest, c'est la situation de Kwamouth qui étonne en tout cas plus d'un Congolais, avec des scènes de violence qui, selon les chefs de l'État en tout cas, ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe à l'est du pays, avec des machettes, avec toute cette violence sans précédent à l'ouest du pays. Nous avons aussi à Kinshasa, par exemple, la recrudescence du phénomène Ekuluna, malgré la solution qu'on avait trouvée d'envoyer certains d'entre eux. En tout cas, ça a donné aux travaux des champs à Kanyamagassese. Pascal Ovondié, vous êtes conseiller en communication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Décentralisation, maître Daniel Asselo Kito. Dites-nous un peu quel est, selon vous en tout cas, l'état de lieu que vous pouvez faire de la gouvernance sécuritaire dans notre pays au regard du tableau que nous venons en tout cas de tracer. Jean Roman, c'est mon frère. Je vous dis bonjour, merci parce que vous aviez estimé que c'est important que j'intervienne aujourd'hui, dimanche, sur une question si importante et en rapport avec la gouvernance et la politique, n'est-ce pas, sécuritaire, bien entendu. Et merci pour cela. Je veux dire ici que notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une période qui n'a pas été bonne pour ses prochaines générations. Du fait simplement que, surtout à l'entrée de la FDL, on a permis à nos Congolais d'avoir possession de nos terres, de comprendre comment nous sommes composés. Et aujourd'hui, de cet appétit, ces non-Congolais-là ne nous permettent pas d'avoir la paix, d'avoir la tranquillité. C'est les mêmes, aujourd'hui, qui nous mettent dans des conditions d'insécurité que chaque Congolais, à ce jour, chaque vrai Congolais, à ce jour, déplore et constate qu'il faut des efforts, en tout cas citoyens, pour que finalement, on retrouve la paix telle que nous étions bien avant l'entrée de la FDL, précisément. Oui, Pascal Ovondié, vous remontez en tout cas les déluges à l'entrée de la FDL, mais il se fait que des Congolais, que vous dites authentiques ou 100%, ou des pères et des mères, comme dirait Noël Tchani, étaient impliqués dans cette rébellion de la FDL, par exemple, et que nous ici même aussi, les Congolais, les héros à l'époque, ont accueilli l'AFDEL comme un mouvement de libération. Donc, oui, est-ce que la faute n'est pas aussi il est du côté des Congolais même? Il est vrai que, par naïveté, certains Congolais peuvent composer avec nos ennemis là, mais l'objectif des ennemis, les soi-disant Congolais là ne comprenaient pas. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à comprendre. Quelqu'un qui a fait partie de la rébellion RCD, quand vous le rappelez aujourd'hui que vous avez fait partie de la rébellion RCD, il est mécontent. Pourquoi vous devez être mécontent? Parce que c'est maintenant qu'il a découvert qu'il n'aurait pas fallu qu'il fasse partie de ce mouvement-là. Il pensait que c'était un mouvement congolais pour des intérêts congolais, mais avec le temps, ils se sont rendus compte que ça a été un mouvement rwandais pour des intérêts rwandais. Aujourd'hui, ils ont pris conscience. Et donc, substantiellement, pour vous dire que s'ils ont composé par erreur, par naïveté, mais ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas dénoncer ce qui a été fait. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, que ce soit à l'est du pays, que ce soit ici à l'ouest du pays, que ce soit vers le nord, parce que nous allons parler des Haut-Ouélé, en réalité, c'est l'extérieur qui nous menace. Et nous allons évoquer point par point, si on aura le temps, vous allez comprendre qu'effectivement, le pays a été piégé. Et il est piégé. Mais Pascal Ovondié, c'est tout à fait normal que quand vous êtes un pays entouré de 9 voisins, et que vous avez des richesses, que
l'on puisse, par exemple, convoiter vos richesses. Non, nous ne faisons pas l'exception. Qu'on cherche, voilà, qu'on cherche, par exemple, à vous pénétrer, à vous rentrer dedans pour prendre le contrôle de ces richesses-là. Mais ce qui pose problème, c'est notre incapacité, par exemple, à pouvoir mais sécuriser, d'où à provient sécuriser cette notre incapacité lorsque vous êtes infiltré, lorsque vous êtes compris par les mêmes ennemis? Vous n'aurez pas la force de faire face, parce qu'on vous a déjà compris. Moi, je parle toujours de l'infiltration, surtout au niveau de l'armée. Nous allons évoquer la question. Lorsque les gens comprennent ce que vous dites en coulisses, ce que vous planifiez comme attaque militaire, à l'instant, c'est l'autre camp qui a l'information. Mais comment vous aurez une bonne armée? Comment vous aurez une bonne stratégie? Comment vous aurez de bonnes attaques? Parce qu'on vous comprend très facilement. L'infiltration a été occasionnée comment? C'est à travers ces groupes armés dont on évoque ici. Et lorsque ceux-là ont eu le pouvoir, ils ont gardé les relations avec ces pays qui nous indisposent aujourd'hui, et à chaque fois, ces pays avaient des informations. Et à ce stade, leurs marionnettes ont eu le temps de travailler, de s'implanter et d'implanter tout ce qu'ils ont pensé être important pour atteindre leurs coups, et c'est ça qui nous indispose à ce jour. Et donc, on ne peut pas ne pas évoquer ça pour bien expliquer la situation. On ne peut pas ne pas reconnaître cela pour expliquer pourquoi aujourd'hui on n'est pas à mesure de nous défendre. Si on ne se défend pas normalement, c'est à cause de ça. Et aussi, les fils du pays, les quelques fils du pays qui ont accepté l'armée, en toute réalité, en toute reconnaissance, nous devons dire qu'ils ont été à mesure de résister jusqu'à ce stade. Et ceux-là n'ont pas été à mesure de marcher sur le pays comme ils le pensaient au début. Nous allons évoquer le cas des généraux arrêtés. Vous avez suivi le chef de l'État, il a évoqué la question. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en contact avec les nôtres qui sont ici pour décourager les militaires de façon qu'eux aient la facilité d'entrer. Mais il faut comprendre, Pascal Ronge, que c'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que ceux qui étaient, par exemple, dans ces pratiques-là, sous l'Ancien Régime, ont continué. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les politiques et les militaires, certains officiers militaires et certains officiers de la police sont impliqués dans ce complot. Et c'est avec le temps, nous allons nous rendre compte que tel faisait tel jeu, tel autre faisait tel jeu, et ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous allons regretter parce que dans le passé, nous avions eu le temps de les appuyer, les accepter comme de vrais. Et alors qu'ils ont été les mâles de la société, les mâles de notre pays. Et le cas de Yav et le cas des autres. Ils ne font pas l'exception. Je vous dis ici, les politiques sont dedans aussi. Mais quand vous dites que les politiques sont dedans, mais le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, par exemple, a toujours répété qu'il y avait des députés originaires de l'Est qui étaient impliqués et qu'il allait, par exemple, citer leur nom. Mais jusqu'à maintenant, on attend cette fameuse liste-là des députés nationaux ou provinciaux impliqués dans l'infiltration, dans la trahison du pays à l'Est du pays. Il faut réunir correctement les preuves, même s'il pouvait avoir des soupçons que tel fait tel jeu, il faut des preuves avant de présenter cette liste. Donc vous réunissez toutes les preuves possibles pour que lorsque la liste sera présentée, lorsque les noms seront cités, les personnes ne soient pas à mesure de se justifier ou de trouver des échappatoires. Ça c'est important. Mais au moins, il est connu aujourd'hui à ceux, surtout qui gèrent la sécurité du pays, qu'il y a des gens qui posent tel acte contre le pays, au niveau de la politique, au niveau militaire et au niveau de la police. C'est connu. Mais apparemment, les services tardent en tout cas à mener des enquêtes pour qu'on puisse le mettre hors d'état de nuire un à un, comme l'a dit le chef de l'État. On les appelle les services d'intelligence. Ils n'agissent pas dans la brutalité. Ils n'agissent pas selon les sentiments ou les humeurs des gens. Ils n'agissent pas selon la pression politique. C'est lorsqu'ils sont convaincus effectivement que la démarche menée va nous produire tel résultat, c'est à ce moment-là que les services peuvent rendre public. D'ailleurs, ils ne rendent pas directement les résultats. Ils présentent ces résultats auprès du chef de l'État et c'est au chef de l'État de pouvoir apprécier avec d'autres services pour que cela soit publié. Et donc, le service d'intelligence, ils travaillent. Leur travail se fait. De l'extérieur, vous allez croire qu'ils ne font pas le travail. Mais quand vous êtes dedans, vous allez vous rendre compte effectivement qu'ils travaillent sérieusement. Ils travaillent.
à travers ces faits. Pascal Ouonge, le chef de l'État, nous tous nous l'avons suivi. Dans son discours, en tout cas, il était très ferme vis-à-vis de l'agresseur rwandais. Il a même épinglé aussi les Nations Unies. Bon, qu'est-ce qui doit être en tout cas fait, Pascal, au-delà de ces discours fermes, de ces discours, lui-même a dit un cri de vérité, pas un cri d'alarme. Qu'est-ce qui doit être fait selon vous, au-delà de ces discours-là? Parce que un cri de vérité. Les discours seuls, la parole seule en tout cas ne peut pas nous faire sortir de cette situation. La parole joue un grand rôle, parce qu'il fallait informer ceux qui avaient un discours dubitatif, ceux qui voulaient dévier ou déformer la vérité, et c'est normal qu'ils le disent. Donc ce discours-là peut produire des faits. S'il a dit, c'est parce que bien avant, lui-même, à travers les services que nous évoquons ici, était suffisamment informé que ce que nous connaissons à l'Est, avec les groupes, je ne veux pas les appeler groupes armés, avec l'agression du M23, ces militaires sont appuyés par le Rwanda. Et il avait dit autant de fois. Il y a eu quelques experts de l'ONU qui ont confirmé effectivement que le M23 est appuyé par le Rwanda. Mais quelle n'a pas été la surprise? C'est lorsqu'on a entendu le discours, par exemple, non seulement du porte-parole de la MONUSCO sur place ici, mais aussi du secrétaire général des Nations Unies. Lorsqu'il appelle le M23 comme groupe armé, il reconnaît comme groupe armé, qui est fortement équipé, et que le M23 ou l'ONU est incapable de le défaire. Mais ça ne pouvait que choquer. Et alors que nous savions que la MONUSCO est ici, ensemble, bien entendu, avec nos efforts, pour nous ramener la paix. Et moi, de mon point de vue, j'ai compris la motivation du secrétaire général des Nations Unies. La motivation du secrétaire général des Nations Unies est partie aussi de la position des Congolais, surtout la position des Congolais de l'Est, qui ont estimé que la MONUSCO n'apporte plus rien, donc il faudrait par conséquent qu'on se sépare de la MONUSCO. Et c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de marches, et après ou pendant ces marches, il y a eu des contacts entre la MONUSCO et les autorités congolaises. Et pour la MONUSCO, elle pensait que, sinon elle voulait que les autorités congolaises s'alignent derrière elle contre la population pour confirmer, sinon imposer la présence de la MONUSCO. Et les autorités ont fait comprendre aux responsables de la MONUSCO que ce n'est pas à nous de nous opposer aux Congolais, et surtout ceux qui sont à la partie Est, qui vivent les affres de la guerre chaque jour, et qui voient comment les choses se font. Excusez, je termine l'idée. Et donc c'est de cette manière, de mon point de vue, qu'il y a une certaine communication à un certain niveau entre la représentante de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo et son secrétaire général qui n'a pas tout compris les contours de la situation et il est allé à la presse pour débiter n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Parce qu'il ne peut pas, lui en tant que secrétaire général des Nations Unies, une organisation qui défend les intégrités des États, soutenir un groupe armé que nous qualifions comme agresseur et l'accepter comme une armée qui est suffisamment équipée. On lui pose la question de dire suffisamment équipé, mais il est équipé par qui? Est-ce que par le Rwanda? Est-ce que le secrétaire général de l'ONU n'a pas, en fait, n'a pas fait que les constats sur terrain? Non, il ne peut pas dégager ce constat-là. Parce que nous-mêmes, en tant qu'armée régulière, apparemment, nous n'arrivons pas aussi à faire face à ces groupes. Le secrétaire général des Nations Unies, je répète, en tant que le représentant, sinon le numéro 1 de l'organisation qui défend les intégrités des États, il devait d'abord commencer par condamner le M23. Il devrait condamner parce qu'aujourd'hui, le M23 occupe une partie de terre congolaise. Il devait commencer par condamner le M23. Et c'est après la condamnation qu'il peut argumenter. Mais ces arguments doivent être, en tout cas, doivent tenir compte, n'est-ce pas, de certaines missions des Nations Unies. Est-ce que les traitements infligés au casque bleu de la MONUSCO par la population de l'Est du pays n'a pas peut-être pas aussi motivé la réaction du secrétaire général de l'ONU? Mais c'est ce que je dis. Vous n'allez pas, vous ne voulez pas de nous, nous on ne peut pas aussi faire grand-chose pour vous. Ce qui est vrai, c'est que la MONUSCO ici, elle est financée en grande partie par l'extérieur. Donc les multinationales qui passent à travers les grandes puissances.
Mais jamais on se pose souvent la question de savoir comment ils récupèrent leur argent. La RDC finance, mais un pourcentage à peine. Mais le gros des montants, c'est les multinationales qui financent. Mais on ne se pose pas la question comment ils récupèrent cet argent. Ils récupèrent cet argent à travers cette déstabilisation. Mais lorsque nous prenons l'initiative, la population de l'Est, de dire, bon, voilà, on met fin à la présence de la MONUSCO, mais il ne peut pas être content. La première lecture, c'est celle-là, nous devons le dire, il ne peut pas être content. Mais la même population qui meurt chaque jour, comment voulez-vous qu'elle supporte la présence de la MONUSCO à partir du moment où elle se rend compte que la MONUSCO ne sait pas la protéger? Mais Pascal Ouonge, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le gouvernement qui n'arrive pas à s'assumer? Parce que si nous avons une mission de l'ONU ici au Congo, c'est sur demande du gouvernement congolais. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas, par exemple, prendre la décision de dénoncer cet accord de siège pour que la MONUSCO parte? Parce qu'on a vu, par exemple, en Angola, c'est le gouvernement angolais qui a obtenu le départ de la MONUSCO. Est-ce que doit-on attendre que la population s'attaque au casque bleu pour il faut aller progressivement. Le chef de l'État l'a dit, après les élections, il ne voit pas comment on va justifier la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Les élections, c'est en 2023. C'est comme qui dirait, en 2024, on ne sera pas avec la MONUSCO. Donc, il faut le faire stratégiquement, on ne peut pas le faire brutalement. Donc, du côté politique, c'est cet aspect des choses. Mais tout en voulant le départ de la MONUSCO, le gouvernement se regarde en même temps. Parce qu'avec l'armée ici, où nous avons beaucoup d'infiltrés, c'est notre cas qu'il faut prendre en compte. L'armée, notre armée suffisamment infiltrée, moi je le dis toujours. Alors, ces infiltrations-là ne permettent pas à l'État d'être à mesure de faire face à toute attaque possible. Voilà pourquoi l'autre opération consistera de détecter, sinon d'identifier ces mauvais fruits-là qui trahissent le pays à temps et à contre-temps. Et lorsqu'on va les identifier et les écarter, l'autre effort sera de réorganiser les meilleurs pour qu'ils soient à mesure de sécuriser notre pays. Et pour ça, ce n'est pas dans la brutalité, parce que ce qu'on a légué au président Félix, c'est pratiquement une patate chaude. Ça nécessite un peu du temps pour la consommer paisiblement. Mais je crois que c'est ce qu'aussi le gouvernement doit en tout cas donner comme explication à la population. C'est là l'effort qui est fourni. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui, on détecte tel. Est-ce que vous pouvez imaginer dans un État sérieux? Dans un État sérieux, où vous avez déjà compris que votre président, à travers les services, on affirme que, et d'ailleurs pas aujourd'hui, depuis toujours, chaque Congolais sait que nous sommes indisposés à l'Est de la République démocratique du Congo à cause du Rwanda. Vous, vous êtes général. Et vous entretenez des relations avec le responsable militaire de l'autre camp. Des relations privées. Des relations privées. Et il vous dit de décourager les autres à permettre que le M23 avance. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Pascal, comment vous justifiez, par exemple, ce genre de comportement? C'est quoi? C'est l'affairisme, c'est quoi? Mais c'est l'affairisme, simplement. On veut s'enrichir? Non, il y a l'affairisme, il y a la traîtrise, n'est-ce pas? Et c'est là... parce qu'on a appartenu à un pouvoir qui est écarté, il y a la traîtrise, qu'on veut se venger, il y a l'affairisme, sur la République ou comment? Il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent maintenant renverser le pouvoir, ils peuvent revenir au pouvoir, ainsi de suite. Tout dedans. Donc des actions des sapes. Tout dedans. Mais simplement, nous devons être à mesure de dire non. Ce n'est pas pour ça que nous devons accepter, ou nous avons accepté la démocratie. Le système est, vous allez aux élections, 5 ans après, vous allez vous justifier si la population va vous accepter. Si elle vous accepte, vous avez encore 5 ans, et au bout de ces 5 ans, ça veut dire au bout de 10 ans, vous partez, vous n'allez plus postuler. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui, en tant que militaire, chercher à déstabiliser le pays parce qu'il y a ceci, il y a cela. Ça, on ne peut pas accepter. Nous évoquions l'intervention du chef de l'État et aux Nations Unies, et même dans une interview avec RFI et France 24, mais Pascal, on a quand même noté la question sur l'armée. Il y a quand même l'impression que le président a dit, comme vous l'avez effleuré, que notre salut aujourd'hui, ce sont les forces étrangères de l'African Eastern Community. Non, parce que nous avons une armée infiltrée, nous avons une armée à construire.
Non, ce n'est pas le salut, mais simplement nous ne vivons pas en vase clos à ce jour. Nous appartenons à des organisations régionales, nous appartenons à des organisations africaines, nous appartenons à des organisations mondiales, le cas ici de l'ONU, ainsi de suite. Mais lorsque une organisation prend l'initiative d'appuyer un État, ce n'est pas pour autant dire que nous ne sommes pas à mesure de nous défendre. On s'est défendu. Et je vous disais ici, la preuve, c'est que les autres n'ont pas été à mesure d'avancer. S'ils ont osé, c'est parce qu'il y a eu des trahisons à l'interne. Et donc, si les autres vont venir, je ne veux pas parler du salut, parce que les efforts seront fournis et conjugués ensemble avec nous ici. Nos militaires feront partie de cette équipe-là, et ensemble, on va voir comment ils vont le faire. Mais ce n'est pas que tout proviendra d'eux, et ici, nous avons les bras croisés, on attend que les Kenyans arrivent ici, les Burundais, les Ougandais arrivent pour qu'on nous trouve une solution. Oui, ils vont arriver, c'est simplement parce que ça a été décidé dans le cadre de l'accord que nous avons au niveau de la sous-région avec les pays de l'Est. Simplement cela. Mais Pascal, j'ai un problème. Au niveau de la MONUSCO, par exemple, nous avons aussi des soldats africains qui n'arrivent pas aussi à protéger la population, à remplir leur mission comme il se doit. Est-ce que ces militaires-là qui vont être déployés dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, est-ce que seront différents de ceux qui sont au sein de la MONUSCO et qui n'arrivent pas aussi il y a des missions différentes. À remplir correctement leur travail? Il y a des missions très différentes. La MONUSCO a sa mission. Et le cadre de pays de l'Est a aussi sa mission. Et la mission de ce cadre de pays de l'Est est spécifique, n'est-ce pas, contre les groupes armés, entre autres ici, le M23, que nous considérons comme une agression. C'est ce qui est différent de la MONUSCO. Et donc ici, si eux vont venir et que nous allons constater qu'ils ne sont pas à mesure, mais on ne va pas tarder de nous séparer. Mais la complexité de la MONUSCO, c'est que c'est les grandes puissances qui sont sur nous. Et parfois, ils s'imposent sur nous. Vous pouvez comprendre, un pays que vous soutenez militairement, qui a des difficultés, et vous l'empêchez d'avoir les armes. Puisqu'on nous a présenté comme étant l'allié stratégique. Nous ne sommes pas à mesure. Vous venez nous appuyer militairement, mais vous ne voulez pas que nous ayons des armes. Mais c'est une contradiction, non? Sinon, vous n'alliez pas venir nous appuyer. En d'autres termes, il voudrait que la MONUSCO soit toujours là et nous sommes toujours dépendants de la MONUSCO. Le contraire aurait été parce que nous les soutenons militairement, nous devons également les équiper militairement. C'est comme ils font en Ukraine. Mais vous ne pouvez pas en même temps, vous considérez que nous sommes faibles, on nous attaque, ainsi de suite. Nous allons l'aider. Mais vous ne voulez pas que nous ayons les armes. Oui, c'est pratiquement une contradiction. Le problème aussi, c'est nous-mêmes Congolais, non? Vous avez cité l'exemple des Ukrainiens, mais vous voyez en Ukraine, par exemple, des milliardaires quitter leurs milliards et aller risquer leur vie pour défendre leur pays. Mais ici, par exemple, quand vous êtes à Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, dans les quartiers Matongé, Beaumarchais, Bandal, tout ça, vous n'allez même pas vous rendre compte que ce pays-là est attaqué, est agressé dans sa partie orientale et même ici, à l'ouest, qu'il y a des morts. Les gens festoient, les gens s'amusent, les gens sont dans la distraction. Ce n'est pas ça aussi les problèmes que nous avons ici. Nous n'arrivons pas vraiment à nous comporter comme des gens qui sont agressés. Et nous continuons en tout cas à faire la fête. On n'a pas su construire le nationalisme chez nous. On n'a pas su construire le patriotisme. La démocratie, c'est une idole qui nous est importée. Mais la manière dont nous l'appliquons, c'est un peu en exagération. Regardez même comment nous utilisons les réseaux sociaux. Vous allez ailleurs, aux concepteurs, ainsi de suite, mais ils ne font pas des réseaux sociaux comme nous les faisons ici. Nous les faisons un peu en excès et de façon désordonnée. Ce n'est pas encourageant. Et donc ici, c'est la manière dont on a conçu la politique, la manière dont on fait la politique. Lorsqu'on est opposant, et il faut voir le comportement qu'on affiche face à ceux qui sont au pouvoir. On croit comme si, en étant opposant, on n'accédera pas au pouvoir demain. Et alors qu'on finit toujours par accéder aux fonctions de l'État. Alors, si vous aurez déjà détruit aujourd'hui parce que vous êtes opposant, demain vous êtes en fonction et ça risque de poser problème. Si ceux qui sont au pouvoir, je prends le cas de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, seront à mesure de construire le patriotisme, le nationalisme, l'unité, éviter la division,
et vous verrez que le pays peut avancer. Je vous donne l'exemple du Kasaï, par exemple. Le Kasaï fait l'opposition à travers Tshisekedi contre Mobutu, contre Kabila père, contre Kabila fils. Mobutu, je peux en passer, mais je prends des Kabila père, Kabila fils. Mais une sanction terrible. Une sanction terrible telle que même quand vous arrivez, là, aucune structure de l'État existante. Dans les grands Kasaï. Aucune. J'arrive dernièrement à Lodja. Je pose la question. J'ai vu à l'époque de Kabila père, Kabila fils, beaucoup de mes frères, ministres, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme souvenir? Même pas une route réhabilitée. Même pas une maison de l'État construite. Rien du tout dans cet État-là. Pourquoi? Simplement parce que ils étaient considérés être de l'entité qui, à leur contexte, indisponibilisait le pouvoir. C'est une punition qu'on a infligée. Quand vous faites des actions, quand vous posez de tels actes, vous créez des conflits communautaires. Et la conséquence, on n'a pas mesuré. J'étais dernièrement à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Nous étions dans une conférence intercommunautaire parce que les Katangais disent que les Kasaïens sont venus au Katanga majoritairement. Pourquoi? Parce qu'ils fuient l'espace Kasaï. Pourquoi ils fuient? Parce qu'il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? Depuis tous ces temps, on n'a rien pensé à cette province. Heureusement qu'aujourd'hui, les travaux commencent à reprendre. Ce serait une bonne chose. Et voilà. Si on ne sait pas comprendre qu'il s'agit d'une unité, notre pays, sans en tout cas opposer les uns les autres, sans comprendre que parce que je suis au pouvoir, j'y resterai toujours, et je dois travailler avec tout le monde pour l'harmonie de l'État, si on ne sait pas comprendre cela, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le pouvoir actuel aussi se comporterait de la même façon que l'ancien pouvoir par rapport aux opposants? Parce qu'on voit quand même les traitements qu'on inflige aux opposants, même quand on fait des nominations, bon, en tout cas, c'est selon l'appartenance politique, par exemple. La nomination n'a rien à voir avec les opposants. Selon l'appartenance des partis politiques. La nomination n'a rien à voir avec les opposants. La nomination, c'est avec des gens qui partagent la vision et le projet de société. Non, même les traitements qu'on inflige mais quel traitement, quel opposant, par exemple? Vous pouvez peut-être me citer ne fût-ce qu'un et puis une fois analyser. Moi, je ne vois pas. Ici, c'est question de comportement. On a vu, par exemple, comment Martin Fayulu, qui faisait des marches, comment il a été malmené à plusieurs reprises. Il a malmené quand vous et moi, vous étiez avec moi. J'étais à CKTV, vous étiez à CCTV, comme vous l'êtes jusque-là. Nous avions vu comment Martin Fayulu a déchiré son pantalon. Il est venu se cacher dans nos locaux. Nous l'avons vu la fois passée comment il a été giflé. Mais sous le régime actuel aussi. Attendez, est-ce qu'à ce jour, vous aviez vu Martin Fayulu être touché? Je ne sais pas. Martin Fayulu n'a pas été touché. Martin Fayulu fait son travail, son opposition normalement. Qui cet opposant-là, vous allez dire, à cause de son combat politique, on l'a indisposé? Vous pouvez me citer même un. Citez-moi un opposant. À cause de son combat politique, il est malmené. Mais Kabound aujourd'hui est en opposition. Non, Kabound n'a pas fait l'opposition. Kabound a fait l'opposition quand? Kabound est avec le régime. Kabound est du pouvoir. Kabound tient des propos de la manière qu'il a estimé bon pour lui. Ok, vous faites des dénonciations, mais prouvez. Il ne sait pas les prouver. Vous voulez quoi? L'état des droits, c'est cela. D'un côté, il y a la protection de chacun. De l'autre côté, il y a aussi la défense de chacun de nous. Alors, vous ne pouvez pas croire que parce qu'on est dans un état de droit, vous avez le droit de tout dire et les autres n'ont pas le droit, en tout cas, de répliquer à vos propos. Non. Kabound n'a pas fait l'opposition. Si c'était dans son combat de l'opposition, on peut comprendre. Il n'a pas fait l'opposition. Oui, avant de pouvoir aller à Kwamouth pour parler de cette situation, restons un peu dans la gestion de la sécurité des personnes et leurs biens, et surtout le maintien de l'ordre public dont on parle il y a quelques secondes. Voyons par exemple cette semaine comment les médecins ont été traités. Vous, en tant qu'inconseiller en communication du chef de l'État, non, du vice-ministre, ministre de l'Intérêt et des centralisations, Daniel Asselo, qui ne se peut être une promotion qui viendra, on ne sait jamais. Comment est-ce que vous avez réagi à ces traitements de gens qui descendaient dans la rue, rien que pour, en tout cas, réclamer leurs droits? Le chef le dit, le chef de l'État le dit toujours. Il y en a qui ont été blessés, bastonnés. On ne peut pas inquiéter des gens qui marchent pacifiquement. C'est cela son credo.
Mais si les gens le font, c'est en déviance. Et ça, c'est condamnable. Mais apparemment, il n'y a toujours pas de sanctions. Non, c'est moi qui donne mon point de vue. Oui. Les sanctions, ce n'est pas qu'on doit venir à la télévision. Voilà, nous avons pris la décision de sanctionner. Non, on ne viendra pas à la télévision. S'il faut sanctionner, on va sanctionner. Si on veut sanctionner un policier, on ne viendra pas ici, nous avons arrêté tel policier parce qu'il a fait ça. Non, on va les sanctionner. Et si les policiers ou les militaires qui posent de tels actes de déviance, les responsables ne restent pas insensibles. Ils finissent par les tirer les oreilles. Et donc ici, les médecins qui marchaient pacifiquement, sans armes ni quoi, aucun élément qui pouvait inquiéter le pouvoir, je ne vois pas pourquoi on doit les toucher au corps, on doit les malmener, ainsi de suite. Et apparemment, si cet acte a été posé, moi je suis le premier à condamner. Et donc, et dire en d'autres termes que si les policiers ont un mauvais comportement, ou cette habitude, comme dans le passé, qui consistait à chaque fois de réprimer les marches, qu'ils comprennent qu'à ce jour, au nom de la démocratie, toute marche n'est pas réprimée. Et au contraire, selon le chef de l'État, c'est encouragé. C'est cela l'expression de la démocratie. Apparemment, Pascal, on a comme l'impression que le même qui est à la tête de la police dans certains départements, sous le régime Kabila, qui ont par exemple réprimé violemment, même avec mort d'homme, le marche contre les pouvoirs à l'époque pour réclamer la tenue des élections, ont été maintenus et continuent le même travail qu'ils faisaient à l'époque de l'ancien régime. Vous n'avez pas cette impression-là? Oui, c'est ces pratiques-là que nous devons condamner. Mais sinon, je pense que c'est avec le temps, la mise en place, ainsi de suite, vont se faire. Si ils ont ce comportement, c'est l'occasion, à travers de tels plateaux, pour dire que les policiers doivent comprendre que le régime a changé, les comportements doivent également changer. Avec le chef de l'État actuel, l'a dit et le dit toujours, la marche, c'est une expression de la démocratie. On ne peut pas, de mon point de vue, et à chaque fois lorsque les gens osent marcher, les réprimer. Et alors que ça permet à la démocratie de respirer. Mais il faut quand même relever que le ministre des Droits humains, Maître Fabrice Albert Poila, à travers un communiqué au nom du gouvernement, condamné cet agissement. Heureusement que nous avons à ce jour les ministres qui condamnent. Mais hier, les ministres ne condamnaient pas. Parce que quand vous le faites comme ça, on vous taxe être du côté de l'opposition. Je m'en souviens, même avec vous, et comment nous avions peiné un moment où on nous refusait même d'avoir des annonceurs. Simplement parce qu'on estimait que si vous allez faire passer vos éléments à CCTV ou à CKTV, c'était une façon de financer indirectement l'opposition. Et on nous mettait dans des conditions difficiles alors que nous, on n'avait aucune relation quelconque, stratégique, politiquement avec les opposants. Voyez-vous? Et donc, si le ministre Fabrice Poila l'a fait, je dis si parce que moi je n'ai pas suivi. Il a fait au nom du gouvernement. Alors, au nom du gouvernement, nous devons dire ça c'est du premier. On n'a jamais connu ça dans le passé. Donc à ce moment-là, on encourage. Ce qui a été fait, comme je le dis, ça doit être considéré dans des déviances parce que ça n'a pas été une stratégie montée du pouvoir pour réprimer maintenant la marche de médecins. Mais le responsable de la police de Kinshasa a salué le professionnalisme de sa police. Bon, là, c'est lui, il peut apprécier les choses. Bon, Pascal Oronge, prenons maintenant la situation à Kwamout. On vous a suivi sur une radio de la place aujourd'hui intervenir sur cette question. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? L'ouest du pays est assez calme. Et aujourd'hui, comme le chef d'État l'a dénoncé, on retrouve des actes qui ressemblent en tout cas aux actes qui sont posés contre la population de l'est du pays. Je pensais qu'on allait commencer par là pour expliquer parce que la question, c'est à la porte de la ville de Kinshasa. Oui. Mais nous avons inversé la pyramide. Il n'y a pas de problème. Donc ici, le problème, c'est que, parce que personnellement, j'ai été ensemble avec la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et à Kwamout et à Kenge. La délégation a été composée du vice-premier ministre de l'Intérieur, de la ministre d'État en matière de la justice, du ministre des Droits humains et du ministre des Affaires sociales. On arrive à Kwamout. On pose la question, qu'est-ce qui se passe effectivement? Les gens vous disent, tout est parti de l'augmentation des redevances coutumières. Ça veut dire que les espaces de terre qu'on avait augmentés et qui est à la base. Et pourquoi vous avez augmenté? Ils vous disent, nous sommes, ça c'est les Téké, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes un peuple pacifique, les Yakas sont venus nombreux, ils ont occupé beaucoup d'espace.
une manière de les décourager, et il fallait maintenant augmenter les terres pour qu'ils se retirent. Pour créer l'exode. Et en augmentant ça, ils ont créé des tensions, et à l'occasion, selon eux, les Yaka ont commencé à installer leur chef à la place des chefs Teke. Et ça a créé de... Nous sommes allés à Kenge. On échange avec les responsables de Kenge. Qu'est-ce que vous connaissez du dossier? Cette version est évoquée aussi. Mais la deuxième version, c'est laquelle? De Kwamutu, ou sinon, lors du régime passé, on a pris les démobilisés, je ne sais pas de quelle province, on est allé les installer vers Kwamut. Et c'est ces démobilisés-là qui seraient à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Troisième version, on évoque la question des éleveurs rwandais que nous avions vus ici. J'ai aimé quand j'ai suivi la vidéo de Muzito, ça me rappelle, parce que c'était toujours à l'époque du régime passé, quand ces éleveurs sont entrés. Muzito s'est déplacé, il était parti, il pose des questions, ils ont eu des espaces de terre en échange avec des vaches, ainsi de suite. Et lorsqu'on prend les trois versions, substantiellement, on comprend qu'il y a une certaine main noire. Parce que quand vous regardez la manière dont on opère en termes de tuerie, selon les Yaka, ça sort de leur culture. C'est de la même manière que nous voyons à l'Est, c'est ce qui se fait ici. Et aussi, il faut ajouter, il y a certains qui ont été arrêtés, vous posez la question, vous sentez qu'ils ne savent pas s'identifier comme Congolais. Donc probablement, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur. Mais on avait pris l'initiative de, parce qu'il s'agit de deux communautés, entre guillemets d'abord, dans la première version, alors maintenant il faut réunir les deux communautés et échanger. Mais qui, avec qui échanger? Prioritairement, c'est les chefs traditionnels. Il fallait maintenant avoir des vrais chefs traditionnels du côté Yaka, des vrais chefs traditionnels du côté Teke. Et c'est là où je salue, en tout cas, l'engagement des députés nationaux des Kwango. Et vous sentez qu'ils sont déterminés à trouver solution. Ici, c'est l'occasion pour moi de saluer, bienvenue, Balusuka, Jonathan Bialusuka. Jonathan Bialusuka. Et le président du caucus des députés, Passi Zapamba. Il faut les saluer parce que la manière dont ils se sont engagés, c'est extraordinaire. Alors maintenant, il fallait avoir les chefs traditionnels de deux tendances, de deux communautés pour échanger. On arrive à Kenge, la délégation échange avec le gouverneur, responsabilise le gouverneur d'aller chercher maintenant le chef traditionnel. Pourquoi? Parce que et les députés nationaux et provinciaux, et le gouverneur, et les notables, tous les Yaka ont dit, c'est celui-là, lorsqu'il parle, nous allons l'écouter. On donne des moyens, et la délégation est rentrée. Il fallait aller prendre maintenant ce chef-là venir, pour qu'il lance l'appel, de façon que ceux qui sont dans des forêts sortent et permettent maintenant un cadre d'échange. Telle a été la volonté de celui qui gère les coutumes à travers le pays, le ministre de l'Intérieur. Mais curieusement, nous allons voir à la télévision, on présente un monsieur qui va se prévaloir être le chef traditionnel Yaka. Et lorsqu'on a présenté ce monsieur auprès du chef de l'État, tous les Yaka mécontents, je vous dis tous les Yaka mécontents. Donc un usurpateur. Je ne fais pas dire trop, mais tous les Yaka mécontents. Les députés nationaux, les députés provinciaux, le gouverneur des Kwango, je parle des députés nationaux des Kwango et les provinciaux des Kwango en même temps, les notables des Kwango, très mécontents. Et alors qu'en même temps, pendant ce temps-là, le chef traditionnel arrivait déjà à Kenge, il fallait qu'il vienne à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'il était venu, on a échangé avec lui parce que j'étais là, on l'a présenté auprès du vice-premier ministre. Parce que l'intention est qu'il lance le message. Il l'a fait, il doit lancer le message, trouver d'autres moyens, comment permettre que ceux qui sont dans des forêts sortent et que, ensemble avec les chefs Teke, on voit comment organiser un cadre d'échange. De ce cadre d'échange, on peut envisager des solutions. Donc le problème de Teke, il y a cassé à son niveau. Mais il faut qu'on relève un aspect. Il s'agit ici de l'affaire des chefs coutumiers.
l'autorité habilitée à reconnaître tel est chef coutumier, tel autre n'est pas chef coutumier, d'abord, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La deuxième autorité s'appelle le secrétaire général aux affaires coutumières. La troisième autorité, dans le cas d'espèce, c'est les députés nationaux et le gouverneur. Mais comment, sans que ces trois instances vous reconnaissent ce pouvoir, vous ne pouvez pas vous dire, c'est moi. Non. Et voilà pourquoi je dis et je redis, nous devons éviter des polémiques dans le cas d'espèce. Il faut permettre que les vrais... Mais du côté des Téké, par exemple, il ne se pose pas de problème. Non, du côté de Téké, il ne se pose pas de problème parce que les gens sont dans leur village. Du côté Yaka, ceux qui étaient partis, parce que ce sont eux qui sont déplacés vers les Téké pour avoir des terres, des espaces pour la culture, l'agriculture plutôt, et ce sont eux qui sont soustraits maintenant dans des forêts. Et voilà pourquoi il faut des appels pour qu'ils sortent. Il y a les uns qui ont la peur, il y a des autres qui sont complices, ainsi de suite. Il faut qu'ils sortent, qu'on échange. Qui peut lancer l'appel pour permettre leur sortie? C'est l'autorité traditionnelle. Mais comment maintenant expliquer ce niveau de violence qu'on est en train, en tout cas, de vivre là-bas? Oui, mais c'est comme ça que je dis. Les Téké et les Yaka sont suffisamment violents. Les Téké et les Yaka ne vivent pas ensemble aujourd'hui. Quand vous allez à Kenge, vous allez trouver les Téké sont là. Vous allez à Kwamutu, chez les Téké et ainsi de suite, vous allez trouver les Yaka sont là. C'est les deux communautés d'ailleurs qui sont proches, ils vivent ensemble, c'est des Grabandundu. Le problème ne se pose pas. Et c'est là où on parle de la main noire. Donc c'est un peu ce qui s'est passé à Yumbia entre les Bandundu et les Batende. Probablement. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui que du coup, on arrive à s'entretuer comme on voit aujourd'hui? Et je parlais ici des éleveurs qui étaient venus, on ne sait pas retracer maintenant les retours. Qui a permis qu'ils viennent jusqu'à cet espace-là? Qui a permis que les démobilisés soient déversés vers les Kwamout? Tout ça s'est passé dans le régime passé. Et voilà pourquoi il faut un travail d'intelligence. C'est que le régime actuel aussi a fait montre d'une certaine incurie parce que les gens se posaient déjà des questions sur l'origine de ces éleveurs, mais quand le régime a changé, donc l'actuel régime devait en principe s'occuper de ces dossiers-là. Lorsqu'on a le pouvoir, on ne va pas brutalement, va vite. Il faut comprendre beaucoup de choses et puis aller lentement, stratégiquement pour résoudre définitivement les questions. Si vous allez dans la précipitation, vous pouvez laisser même votre époux. Vous pouvez laisser votre époux. Parce que c'est lui qui était avant, on ne sait pas comment il a fait ces choses. Il faut aller intelligemment. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État a fait. Il n'a pas voulu aller précipitamment, il est allé lentement, stratégiquement, démonter piège par piège. C'est comme ça que je dis, le pays a été piégé suffisamment, et il démonte piège par piège jusqu'à ce qu'on pourra un jour avoir un état de paix. Non seulement avec les Congolais, parce que c'est leur terre, mais avec ceux qui viendront ailleurs, qui vont se dire Congolais, mais qui vont accepter voir le Congo dans cet état. Oui, Pascal Owoje, vous étiez là sur terrain. Est-ce que vous avez une petite idée sur comment résoudre ces conflits et faire revenir la paix? La première idée, c'est celle du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselokito, que j'ai partagée avec lui d'ailleurs. C'est de réunir les deux communautés. Si vraiment le conflit, c'est entre les deux communautés. Je dis bien si, parce que nous parlons de la main noire. On va réunir les deux communautés. On ne les a pas encore réunis? Non, jusque-là, on est en train d'identifier les chefs pour qu'on échange. Troisième possibilité, c'est ce que les services font, être à mesure d'identifier les vrais auteurs. Que ce soit les politiques qui peuvent tirer les ficelles, que ce soit les non-congolais dont on parle ici, je parlais ici des éleveurs, et ainsi de suite, qu'on soit à mesure de les identifier. Parce que nombreux se sont soustraits, ils sont dans des forêts. Et c'est simplement lorsqu'on aura résolu ces deux préalables, de mon point de vue, qu'on peut envisager la paix. Qu'on peut parler maintenant de la vraie réconciliation. Et mais au moins, à ce qui concerne les relations entre les deux communautés, je ne pense pas que le problème, de ce côté-là, le problème sera compliqué. Parce que quand vous échangez avec les Yaka, vous échangez avec les Téké, vous sentez qu'il n'y a aucun problème en réalité. Ça peut se résoudre rapidement.
Mais pourquoi ça perdure? Ça perdure, probablement de mon point de vue, c'est à cause de cette main noire-là, qui serait non pas la main congolaise, probablement, peut-être la main de l'extérieur. Parce que quand vous regardez... arrivé à identifier cette main Non, noire. on n'a pas été intelligent dans ce qui a été fait, surtout au temps passé. Quand ces éleveurs sont arrivés, on n'a pas cherché à connaître s'ils sont effectivement des Congolais. Même si on nous dit aujourd'hui, il y a des morphologies congolaises qui se ressemblent à comment celles ils avaient pu quitter l'Est voilà. Jusqu'à l'Ouest? Quand vous les regardez, de mon point de vue, je ne les voyais pas congolais. Non seulement le lingala posait problème, parce que c'est vrai, il y a d'autres de nos frères qui sont à l'Est et qui ne parlent pas lingala correctement, mais le français posait problème, le ton, l'expression, tout ça, quand vous regardez le comportement, à peine vous pouvez dire, si c'est congolais, c'est à 10% ou 20%. C'est des gens qui étaient là. Mais nous n'avons pas été à mesure de les identifier si effectivement ils étaient des Congolais. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui avait empêché au pouvoir congolais à son temps de pouvoir identifier ces gens si effectivement ils étaient des Congolais? Je veux vous dire, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui était au pouvoir à son temps-là. Quand ces éleveurs sont venus, Félix Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. C'est Joseph Kabila qui est au pouvoir. Pourquoi on n'a pas été à mesure de les identifier si effectivement ils étaient des Congolais? Donc l'État congolais à cette époque-là a laissé faire. L'État congolais a laissé faire. Et je m'en souviens, j'ai vu un ministre, à son temps, s'est déplacé, parce qu'il était de Bandundu, il a échangé. Je vous parlais ici des Mouzito qui s'étaient déplacés, il avait échangé. Mais après échange, qu'est-ce que l'État a fait? Après échange, qu'est-ce qu'on a fait? On avait compris qu'effectivement, ils ont gagné des portions de terre en échange d'une vache. Et ils se sont installés avec leurs animaux. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont gardé des terres. Et le monsieur vous disait dans la vidéo de Mouzito que nous sommes là, nous allons faire des va-et-vient. Si les animaux sont terminés, nous irons chercher, on va et on revient, ainsi de suite. Est-ce qu'on a tenu compte de ces opérations pour finalement tirer des conclusions? On a laissé pourrir la situation maintenant. Aujourd'hui, nous payons la peau cassée. Si c'est simplement parce que la dernière version n'est pas sortie, ce sont mes analyses. Après, les points de vue des deux communautés, et c'est comme ça que je vous ai parlé de trois hypothèses. La première, c'est l'augmentation des redevances coutumières. La deuxième, c'est la présence des démobilisés qu'on ne sait pas retracer maintenant. Et également aussi la présence des éleveurs, sinon je dis, les éleveurs rwandais qui étaient venus avec leurs troupeaux ici sur nos terres, qu'on ne sait pas dire à ce jour s'ils sont à quel niveau. Merci Pascal Owonji, en tout cas, 30 secondes, un petit mot de conclusion et puis nous bouclons la boucle. Je vous remercie pour l'invitation. Je pense que ça va continuer, nous allons venir de temps en temps intervenir. Mais ici, c'est que nous devons comprendre que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on vous donne une responsabilité militaire, policier comme politique, mettez en tête que vous devez travailler pour le pays. Il est honteux, malheureux de suivre à ce jour qu'il y a des militaires, des généraux de surcroît, qui ont eu une attitude de se compromettre parce qu'il faut tenter de trahir le pays. Vous avez suivi le chef de l'État lui-même. Je pense, de mon point de vue, dans ces conditions-là, on ne peut pas évoluer. Mais je crois qu'il faut avoir des gens, des citoyens, des Congolais, avec l'amour du pays, dans la construction du patriotisme, pour qu'on sauve ce pays et qu'on mette un terme à ce que nous connaissons comme des ordres, sinon spécifiquement à l'est du pays. Merci beaucoup Pascal Owonji d'être passé. Merci à ceux qui nous ont suivis. Restez fidèles en tout cas au programme de Canal Congo Télévision. Bye et à dimanche prochain pour un autre numéro.